Raconte notre présent aussi. Parce qu'ils portent la marque des siècles, la signature des hommes qui ont vécu en eux, par eux et pour eux. Alors, le patrimoine se fait l'écho de notre longue marche, et chaque pierre résonne à l'infini de cette lumière qui lui donne vie. L'Institut du patrimoine wallon. La Une et Vivacité présente Lumière d'un siècle. Une production de Tour des Sites Organisation. Un beau matin de printemps, le 14 septembre 1731, on baptise à l'église de Petit Rochin, près de Verviers, le 8e enfant de la famille Dewey. Il s'appellera Laurent Benoît. Un éclat vient de briller furtivement aux confins de ce qui sera un jour la Wallonie. Une simple lueur parmi tant d'autres, mais qui va participer au grand concert de ce siècle, marqué par la lumière. En ce milieu du XVIIIe siècle, Rome, la ville éternelle, n'a jamais si bien porté son nom. Non loin de là, à Pompéi, les fouilles archéologiques ramènent peu à peu à la vie une cité antique presque intacte. On se passionne à nouveau pour cette civilisation millénaire. Chez Maître Van Vintelli, où le jeune Dewey fait son stage d'architecture, l'excitation est à son comble. Ecco, bravo Laurent Benoît, molto bene, très bien. Tu vois, sur ton dessin maintenant, on comprend mieux la perspective des colonnes. Là, voilà, c'est parfait, perfetto. Maître Van Vintelli, pourrais-je dessiner ce fronton de temple là-bas, avec cette lumière rasante? Il est si pur, si beau. Si pur et si beau, mais la beauté ne suffit pas, petite. Rappelle-toi, l'architecture doit être... Firmitas, utilitas et venustas. Ecco, exactement. Forte, utile et belle. N'oublie jamais ça, petit, et tu iras loin. Chiaro. Avril 1758. Sur les bords de la Tamise, à Londres, Laurent Benoît Dewey laisse son regard courir à la surface de l'eau qui s'embrase au soleil couchant. Il a juste 27 ans aujourd'hui. Depuis Rome, il en a fait du chemin. Il a découvert la caresse de la lumière sur le fronton du Parthénon à Athènes, la pureté colossale des pyramides d'Égypte, les dômes célestes du Moyen-Orient et même la mythique clarté du palais en ruine de Spalato. Sa passion pour l'architecture antique est insatiable. C'est un atout pour travailler chez Robert Adam, grand maître du néoclassicisme. Partout en Europe,
on ne cesse de s'inspirer des civilisations antiques. Le monde est en effervescence. Foisonnement d'idées nouvelles, lumière de la liberté, des arts, du savoir et de la raison contre la pénombre de l'absolutisme. Laurent Benoît Dewey, exalté, se sent porté par son époque. Oui, il sera bientôt temps pour lui de voler de ses propres ailes. Mon bienfaiteur, après toutes ces années, je vous retrouve enfin. Vous ne m'avez pas oublié? Oublié? Mes chers amis, je ne vous ai jamais perdu de vue. Et vous savez que j'ai toujours été un ami de votre famille et que vous pouvez compter sur mon appui auprès des grands de ce monde. Je vous remercie. Et c'est le moment de me montrer que j'ai eu raison de croire en vous. Apporter à nos régions les lumières de la nouveauté. Oh, je ne suis pas un ingrat, Dom Spirlet. Je saurais me montrer digne de votre confiance. Bien, très bien. Alors voyez-vous, cher ami, nous souhaiterions ici un ouvrage qui certes pourrait intégrer le passé médiéval de notre vieille abbaye d'Orval, mais surtout une œuvre qui soit, comment dire, à la hauteur de la magnificence de notre Seigneur et de ses humbles serviteurs. Enfin, quelque chose qui puisse faire montre d'un certain faste et de tout le confort que l'on peut imaginer de nos jours. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Laurent Benoît sourit, d'un air entendu. Bien sûr qu'il comprend ce que souhaite l'abbé de Saint-Hubert. Il comprend même très bien que ce projet sera extraordinairement ambitieux pour l'époque. Il va faire de l'abbaye d'Orval un véritable édifice resplendissant de lumière, rompant totalement avec le plan médiéval traditionnel. Un exemple spectaculaire de ce que lui, le jeune architecte, peut offrir de mieux, de plus monumental, de plus impressionnant. Il est temps, aujourd'hui, d'imposer son style, d'écrire sa propre page. C'est la chance de sa vie. Et il ne va pas la laisser passer. Ici, à Gembloux, il y a si longtemps, par une nuit d'encre, un homme est venu. Pour conjurer les ténèbres, il a allumé, au sommet de cette colline qui domine l'Ornaud, une flamme qui vacillait, suspendue entre vie et renoncement. C'était une première lueur, venue à pied du fond des âges. Une lumière tendue vers le ciel, fragile et résolue, comme une promesse. Et puis d'autres hommes sont venus. Pour protéger la flamme, ils ont bâti autour une abbaye. Et bientôt, sa lumière a rayonné dans toute la région. Et l'abbaye a traversé les siècles, de guerre en épidémie, de succès en conflit, en portant à bout de bras son savoir à transmettre, sa propre lumière.
C'était un soir d'été, en 1678, un soir où il faisait si chaud. La ville qui avait grandi contre le flanc de la vieille abbaye s'est embrasée. De toiture en toiture, l'incendie vint tout emporter. Et la ville, et l'abbaye, elle restera comme ça, meurtrie, pendant près d'un siècle. Charpente calcinée, façade noircie, fenêtres aveuglées. Elle replongeait dans les ténèbres de l'histoire. De l'ancienne abbaye bénédictine de Gembloux, il est tout auréolé de son succès retentissant à Orval. Ses plans inédits ont été acceptés par les autorités et le chantier, le plus important de l'époque pour tous les Pays-Bas autrichiens, est lancé. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Et il ne va pas en rester là. Gembloux portera aussi sa marque néoclassique. Tout y sera ordre, sobriété et solennité. Un ensemble architectural inédit qui se caractérisera par l'équilibre de ses volumes et une certaine sobriété de la structure. Clarté et unité sont ses maîtres mots. En digne fils de ce siècle des Lumières qu'il a enfanté, se passionne pour toutes les formes de connaissances, toutes les techniques. Il conçoit et dessine également la décoration intérieure, qui s'inspire bien sûr des principes de son temps. C'est un hymne à l'espace et à la lumière. Après plus de 100 longues années de léthargie, l'abbaye de Gembloux, tel le phénix, l'oiseau de lumière, renaît de ses cendres et brille comme jamais. Entrez, monsieur Dewey, prenez place. Il nous revient que nos services, qui veillent à notre droit de tutelle sur les biens religieux, ne tarissent point d'éloges envers vous. Monsieur, je suis l'humble serviteur de vos projets. Certes, et vous allez l'être encore plus que vous ne pensez. Et puisque nous avons décidé de vous octroyer le titre de premier architecte de la cour. Oh, sire. Allons, relevez-vous. Votre style d'architecture est, nous semble-t-il, marqué par le progrès, la connaissance et la maîtrise des techniques. Toutes ces choses auxquelles nous sommes sensibles en tant que représentants de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Comment dire? Enfin oui, en tant qu'éclairé. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Éclairé. Porté par la lumière du siècle, Dewey, adoubé par le gouverneur des Pays-Bas, Charles de Lorraine, se voit confier une multitude de projets. Il est devenu l'architecte du pouvoir. Il gère de front des dizaines de projets. Il court d'un chantier à l'autre. Hélesine, Senef, Tournai, Andenne, Forêt, Marimont, Florève, Bruxelles. Il est partout, en pleine lumière, au zénith de sa gloire, au firmament de son art. Reflet fidèle de cette lumière nouvelle, portée par cet élan lumineux, notre région brille comme jamais.
qui rafle toutes les commandes, a créé de nombreux envieux. Beaucoup critiquent ses dépassements budgétaires. On monte une cabale contre l'architecte. On l'accuse de malversation. Il tente bien de se défendre, mais son mentor, Charles de Lorraine, s'éteint à Tervuren le 4 juillet 1780. Cette fois, Laurent Benoît de Way est seul. Son étoile l'a abandonné. La même année, il perd son titre de premier architecte de la cour. Il ne s'en remettra pas. Monté très vite et trop haut, trop près du soleil, il s'est brûlé les ailes. La déchéance le frappe. L'oubli le guette. Le siècle des Lumières portait aussi en son sein les affres de la terreur. La Bastille est encore fumante qu'affluent déjà les révolutionnaires. Attirés, tels des lucioles, par la splendeur des abbayes à l'arrogante beauté, ils se ruent sur nos régions. Au nom de la liberté, on tue. C'est la raison qu'on assassine. Les sans-culottes vont chasser les communautés religieuses et saisir leurs biens. Parfois, dans leur colère aveugle, ils détruisent tout. Un tiers des œuvres de Dewey, à peine bâties, sera balayé par cette tempête sauvage.